Aujourd'hui, je reçois Guillaume Baudin, réalisateur du film Vigneron, nous fait le plaisir d'être à Courpierre. Guillaume, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelque temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Variance FM? Alors oui, Guillaume Baudin, je suis réalisateur et vigneron. Je suis vigneron en Suisse, dans le Valais. Et je suis réalisateur, c'est mon 4e documentaire qui sort le 15 novembre 2023, donc l'année prochaine, au cinéma. Avec un parcours plutôt dans le milieu du vin au niveau de mes études, et puis ensuite j'ai commencé à faire des documentaires pour essayer d'expliquer ce que c'était que l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique, au travers d'un premier documentaire, La Clé des terroirs. Puis ensuite, je pensais pas refaire de deuxième documentaire, mais il y a eu des traitements insecticides obligatoires en Bourgogne où je travaillais, et en fait l'envie de faire d'autres documentaires est devenue une évidence, avec Insecticide mon amour, un film documentaire sur Emmanuel Giboulot, le vigneron qui avait refusé de traiter aux insecticides en Bourgogne, et en fait qui a finalement traité, qui est passé au tribunal pour refus de traiter. Et ensuite j'ai fait un autre documentaire qui s'appelle Zéro Phyto 100% bio, sur les cantines bio et l'arrêt des pesticides en ville, avec les associations Génération Future, Agir pour l'environnement et Bioconsommateurs. Et entre autres, nous à Courpierre, nous avions passé Zéro Phyto 100% bio et La Clé des terroirs, avec un peu de retard par rapport à la chronologie dans tes films. Tu es donc toi-même vigneron. Comment es-tu arrivé à ce métier-là? Je suis arrivé au métier de vigneron par un ami de la famille qui a un domaine en Haute-Côte de Nuit, donc au-dessus de Nuit-Saint-Georges, qui m'a invité quand j'avais l'âge de 11 ans en fait pour découvrir le monde du vin et un petit peu travailler dans les vignes, un petit peu en cave, et puis ça m'a vraiment beaucoup plu. Et de là, chaque année, en fait, tous les étés, je retournais au domaine. Et à 14 ans, j'ai décidé de faire, après ma 3e, en fait, j'ai décidé de faire un BEP viticulture-œnologie, un bac pro viticulture-œnologie, puis ensuite, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie. Et de là, en fait, vu que j'apprenais pas tout à fait ce que j'aimais, en fait, on apprenait très très peu le bio dans les formations. Et j'ai décidé d'arrêter après le BTS viticulture-œnologie pour ensuite, en fait, travailler dans des domaines un petit peu partout en France et même dans le monde, parce que je suis parti plus d'1 an en Nouvelle-Zélande pour essayer de découvrir un petit peu justement qu'est-ce que je pouvais apprendre là-bas. Et donc la culture du vin en biodynamie, est-ce que tu peux rapidement nous en parler, parce que c'est vrai que c'est un peu ça devient un peu plus connu, mais on n'est pas vraiment spécialiste, donc Alors c'est de l'agriculture biologique avant tout, donc certifiée, avec des préparations spécifiques qui permettent vraiment de développer au maximum la vie du sol, parce que en fait la vie du sol c'est vraiment la base en fait de toute agriculture, mais c'est vrai qu'on a presque un petit peu oublié que cette vie du sol était aussi importante, et notamment pour les vins, parce qu'en plus le vin exprime le terroir, donc plus le sol est vivant, plus la vigne, plus le raisin va avoir en fait des goûts qui sont différents. Et c'est vraiment une agriculture qui est basée sur le développement du sol, et ensuite on utilise différentes pratiques, on utilise des préparations spécifiques qu'on va amener sur le sol, qu'on va amener sur le végétal. On utilise aussi de plus en plus, mais ça c'est un petit peu dans toute l'agriculture, tout ce qui est couverts végétaux, pour essayer de développer également les sols en fait de manière naturelle, sans avoir trop à les travailler. En fait la nature en fait nous aide, et on essaie de travailler avec la nature pour essayer de développer tout ça. Et après on utilise beaucoup d'extraits fermentés, de tisanes, pour essayer de diminuer les doses de cuivre et de soufre qu'on continue. C'est de l'agriculture. Alors il faut savoir qu'en agriculture biologique, et notamment en viticulture biologique, on continue de traiter. Il ne faut pas se dire que quand on voit quelqu'un qui traite des vignes, c'est obligatoirement de la chimie. Ça peut être aussi du bio, et en fait en bio on utilise toujours le cuivre et le soufre qui sont les seules matières actives qui nous permettent de combattre le mildiou et l'odium. Par contre, c'est pas des pesticides chimiques de synthèse, donc ils sont pas développés par la chimie. Et en fait, on essaie de diminuer au maximum ces doses avec l'utilisation de tisanes, de prêles, d'aquilée, de camomille, pour stimuler les défenses naturelles de la plante. Et ça, c'est aujourd'hui en biologie, il y en a beaucoup qui utilisent ça, mais c'est né en fait d'une recherche qui était plutôt basée sur l'agriculture biodynamique. Et je crois que dans la clé des terroirs, justement, tu expliques pas mal ce procédé de tisane, là, où les mélanges que tu vas ensuite épandre sur les vignes ou sur le sol.
Exactement. Par exemple, si on prend l'exemple de l'osier, en fait, il y a énormément d'acide salicylique dans l'osier. Et l'acide salicylique, c'est l'aspirine, en fait, et on va en fait extraire, en fait, on fait des décoctions d'osier qui nous permettent en fait d'extraire justement de les composer. Enfin, c'est plus des tisanes parce qu'en fait l'acide salicylique est détruit à partir de 80 degrés. Donc en fait, on chauffe l'eau à 80 degrés et ensuite on va essayer d'extraire en fait l'acide salicylique, et en fait cet acide salicylique va permettre à la plante de stimuler ses défenses naturelles et en fait d'être plus résistante en cas d'attaque de maladie. Comme nous, en fait, on est un peu plus résistant quand on prend un aspirine sur certaines autres maladies. C'est un petit peu les mêmes principes, sauf que adaptés au végétal. J'ai vu, alors je me rappelle plus de toutes les images de la clé des terroirs, mais je crois que souvent sont des chevaux qui sont utilisés dans les vignes plutôt que des tracteurs pour traiter le sol. Alors c'est vrai que les labours au niveau du sol se font en partie au cheval c'est un peu des désirs un petit peu extrêmes parce que ça coûte beaucoup plus cher de travailler au cheval. Par contre, sur des beaux terroirs, ça permet vraiment de mieux respecter le sol parce que le cheval en fait lève la patte à chaque fois et en fait on tasse moins. Ça tasse très fort à l'endroit où le cheval en fait met le pied, le sabot, mais par contre en fait il y a moins de surface et puis ça fait pas des bandes de roulement alors que le tracteur le fait. Et ça permet vraiment de mieux respecter les sols, surtout qu'en fait c'est pas du travail mécanique à l'arrière. En fait la charrue elle est beaucoup plus mobile qu'en fait sur un tracteur, donc en fait on évite les autres qui sont vraiment compactés, on arrive vraiment à mieux travailler les sols. Et tous les vignerons en biodynamie ne font pas du labour au cheval. C'est pas une obligation, c'est vraiment un désir en fait de pas mal de vignerons qui sont en biodynamie de retourner sur du travail au cheval. Et en Bourgogne notamment, il y en a. D'un point de vue économique, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un peu plus de budget. Et la Bourgogne est un bel endroit pour justement le travail équin parce que c'est un endroit où la valorisation des bouteilles existe. Je pense que dans des petits vignobles comme par exemple 5% sur Sioule ou des endroits où on vend les bouteilles quand même moins cher, le travail au cheval peut être quand même qu'un beau rêve. Et après, ça peut être aussi une passion. Il y a beaucoup de vignerons en fait qui sont passionnés par le travail au cheval. Et c'est vrai que c'est très agréable d'être derrière un cheval plutôt qu'au-dessus d'un tracteur qui fait avec tout le bruit que ça génère en fait. Ouais. C'est un retour à la nature, mais je suis surpris d'apprendre que c'est plus cher qu'avec un tracteur. Enfin, c'est vrai qu'avec le tracteur, tu travailles peut-être plus de surface en même temps. Enfin, quand les vignes sont plantées, c'est plus facile de passer avec un cheval qu'un tracteur, non? Enfin... C'est le temps, en fait. C'est toujours une question de temps. Et puis, le cheval, en fait, quand il travaille pas, il faut quand même le nourrir. Alors que le tracteur, en règle générale, on peut le mettre au garage, effectivement. Mais il est... Enfin, voilà. En fait, c'est les coûts induits, en fait, du travail au cheval qui sont importants parce que ça demande du personnel. On travaille moins vite. Et on travaille moins longtemps aussi avec un cheval. Donc en fait, les budgets journaliers sont plus importants. Mais après, c'est très agréable et c'est vrai que en fait les coûts, c'est essentiellement du personnel. Et puis peut-être qu'avec l'augmentation du prix du carburant, on verra, on va pouvoir réfléchir différemment. Mais actuellement, ça reste quand même plus cher de faire du travail au cheval parce que on est moins efficace, quoi. J'avais vu un film où le cheval s'était arrêté devant la caméra et il a fait un grand sourire. C'est quand même mieux que de croiser un tracteur, quoi. Le travail avec les animaux, c'est quand même très agréable. Et d'ailleurs, dans Vigneron, le dernier documentaire, on voit beaucoup les vaches. D'ailleurs, dans La Clé des terroirs aussi, parce que les vaches sont vraiment indispensables en fait à l'agriculture. Si on veut fumer justement, refertiliser les sols, en fait, les vaches on peut faire du compost avec le fumier qui va être en fait redistribué sur les parcelles et qui va vraiment rééquilibrer les sols de manière spectaculaire, ce qu'on n'a pas vraiment avec les autres fumiers même de chevaux, parce qu'en fait la vache a vraiment les 4 estomacs qui font qu'en fait ça se transforme vraiment différemment que les autres mammifères. Et en fait, que ce soit avoir des vaches sur une ferme, avoir des poules, ou enfin voilà, on ramène en fait du vivant au sein d'une exploitation et on devient un petit peu plus en autarcie que si on est extrêmement spécialisé, comme c'est le cas depuis... comme on a extrêmement spécialisé l'agriculture aujourd'hui. L'agriculture est très spécialisée, que ce soit dans les céréales, dans les vergers ou dans la viticulture. Et il me semble qu'il y a certains mélanges qui sont faits à base de cornes de vaches broyées, non, ou quelque chose comme ça, non?
Alors on utilise de la bouse de vache qui est mise dans les cornes de vache parce que ça se transforme extrêmement... Alors la corne de vache en tant que telle est très intéressante, mais c'est vrai qu'il y en a très peu en fait de cornes de vache, donc en fait d'en utiliser de manière un peu conséquente c'est compliqué. Par contre on utilise la corne comme un contenant qui va en fait capter une certaine énergie. En fait la bouse de vache va se transformer à l'intérieur pendant 6 mois et ensuite il va y avoir plus de 500 millions de bactéries au gramme dans cette préparation et c'est ça qu'on va redistribuer sur le sol en fait au travers d'une dynamisation, mais en fait c'est un mélange un petit peu qui va permettre en fait à ces bactéries, à ces champignons d'être un petit peu dilués dans un volume d'eau, et ça en fait on va le redistribuer sur le sol pour développer les sols qui deviennent en fait presque autonomes, les sols avec en fait on amène un genre de levain sur le sol pour qu'il puisse se développer lui-même ensuite. Donc c'est un peu le druide de la viticulture là qui va préparer tous ces produits, quoi. Après c'est même pas en fait le but c'est d'être relativement simple pour que ce soit accessible à tout le monde et en fait qu'on soit pas dépendant en fait de grandes firmes. On est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre autonomes au maximum les agriculteurs pour qu'ils soient pas dépendants d'achats de matières qui sont extrêmement chères et qui sont vraiment dépendantes d'un marché. Là en fait l'agriculteur il pourrait tout faire lui-même de son côté et ça pourrait très bien fonctionner. C'est des protocoles qui sont très simples et c'est surtout transmis. Il n'y a pas un druide qui a la connaissance et puis qui transmet qu'à des druides. Là, en fait, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui se transmettent entre eux ces informations et qui permettent en fait à la viticulture ou à l'agriculture de se développer de manière beaucoup plus exponentielle. Là, aujourd'hui, il y a un problème sur l'association Déméter qui gère en fait la marque Déméter, donc qui représente la biodynamie aujourd'hui en France. Il y a une augmentation chaque année de 10 à 15% des fermes qui veulent passer en biodynamie parce que justement en fait c'est une agriculture qui correspond à un mode de pensée qui est complètement actuel et même qui est peut-être l'avenir aussi de l'agriculture, parce que plus on est autonome en fait, plus on est résilient et mieux c'est pour l'avenir en fait de notre exploitation. On va changer peut-être un petit peu de domaine, mais alors comment es-tu devenu réalisateur? Ou est-ce que c'est une suite logique ou alors une idée, là aussi, quand tu étais plus jeune, de vouloir réaliser des films, des images? Je faisais bien un petit peu de vidéo amateur comme ça pour m'amuser, mais après de là à réaliser un documentaire pour le cinéma, c'était vraiment un autre projet. Et en fait, un jour, j'ai monté un projet, c'était les Défis Jeunes, pour commencer à tourner un documentaire, et j'ai acheté une caméra et en fait j'ai commencé à tourner mon premier documentaire. Alors c'était des caméras qui valaient un peu cher, donc j'ai vraiment investi là-dedans, et puis ensuite j'ai appris à m'en servir quasiment tout seul. J'ai quelqu'un qui m'a un petit peu aidé pendant une demi-journée juste pour trouver les premiers réglages, et après j'ai fait pas mal d'essais. Il y a eu des images ratées et puis il y a eu des images qui ont plutôt réussi, et de là en fait est né le premier documentaire en fait avec je pense que dans un documentaire, il y a effectivement les images que j'essaie de faire le mieux possible, évidemment, mais il y a aussi le contenu, et là par contre le contenu, en fait les gens, moi je prends beaucoup de temps pour discuter avec les gens, et en fait quand les gens sont en pleine confiance, en fait ils se livrent, et différemment que si en fait c'était une équipe de tournage qui venait. Donc on arrive à avoir une autre dynamique en fait dans les documentaires que je fais, parce qu'en fait il y a une certaine proximité par rapport aux personnes qui sont interviewées qu'une équipe de tournage n'aurait peut-être pas. Parce que moi je prends beaucoup de temps en fait pour discuter avec les gens, et sur le dernier documentaire je suis resté quasiment 3 mois sur chaque domaine viticole pour avoir les images que j'avais envie. Et en pointillé sur 8 ans, donc on est vraiment sur du temps long, on n'est pas sur du... Et tout ça, je l'ai pris avec le temps, en fait. C'est avec le temps que j'ai trouvé mon propre style. Et ça, j'avais absolument aucune idée un jour que je puisse faire des documentaires qui sortent au cinéma. C'était pas du tout un projet de vie. C'était plus une volonté de pouvoir exprimer certaines idées. Et de là est né un peu... j'ai appliqué peut-être ce qu'on fait en viticulture, c'est-à-dire on essaie d'être très très précis dans tout ce qu'on fait en viticulture pour faire des grands vins. Et voilà, le but c'est d'être aussi extrêmement précis en fait dans toutes les étapes de la production d'un documentaire pour arriver en fait à un film qui est projetable et entendable par le plus grand nombre aussi, parce que ça s'adresse pas à que des spécialistes, quoi. Là, sur le dernier documentaire, le plus dur c'était vraiment d'avoir en fait un film qui suit le fil des saisons.
et avec aucun impair, c'est-à-dire que toutes les interviews sont faites au moment précis de la saison, et en fait il n'y a pas de différence sur les arrière-plans, enfin voilà. Et tout ça en fait moi je le fais surtout au montage, donc ça demande encore plus d'images au départ, parce qu'en fait je savais pas trop comment j'allais monter ce documentaire à la base, et en fait au montage je me suis dit bah tiens, ce serait vraiment bien en fait d'avoir toutes ce suivi en fait du fil en fait de la vigne, et les choses se sont faites pour que ça colle en fait justement tout au long du film. Pendant les 1h20 en fait on passe de la taille en plein hiver jusqu'à la récolte en fait à la fin du film. Et après le film, la dégustation. Et il y a toujours un peu des dégustations à la fin du film, et c'est ça qui est vraiment assez sympa. C'est vrai que c'est assez sympathique de recevoir quelqu'un qui vient présenter son film. Il y a ce côté convivial que l'on retrouve, parce que souvent dans la convivialité on se retrouve autour d'un verre de vin, mais c'est un peu le but du vigneron, non ? Bah là il y a toujours un peu il y a souvent des vigneronnes qui m'accompagnent, oui. Des fois c'est des vignerons, il n'y a pas toujours que des vigneronnes, puis aussi des cavistes, donc femmes ou des sommelières qui viennent en fait justement m'accompagner pour essayer de parler du film par la suite, parce que ça parle à certaines personnes. Alors c'est vrai que là, le dernier documentaire il se passe entre l'Italie, la Suisse et la France, donc c'est tous les vigneronnes du film sont pas toujours disponibles, et en fait on a très peu de projections avec elles, mais le but c'est aussi, le film ne peut pas être exhaustif, en 1h20 on peut pas avoir toutes les vigneronnes de la planète, et à la fin du film c'est bien d'avoir des vigneronnes locales qui peuvent parler aussi de ce qu'elles font en fait au quotidien. Oui, alors je crois que du côté de 5%, tu as eu une vigneronne qui est venue t'accompagner pour présenter ce film. Alors justement, vigneronne, parce que le terme souvent c'est vigneron, on reste le gros vigneron macho, et il y a de plus en plus de vigneronnes, c'est ce que tu veux montrer avec ce documentaire justement. Alors pendant des années, les femmes étaient interdites de cuvage parce qu'elles faisaient tourner le vin, soi-disant. Donc les choses ont quand même énormément évolué, et les vigneronnes qu'on voit dans le documentaire sont plutôt les pionnières dans ce milieu-là, c'est-à-dire que ça faisait partie des premières vigneronnes en Italie à être passées en tant que vigneronnes à leur compte, en Suisse aussi, et en fait ces étapes en fait ont mis beaucoup de temps. Aujourd'hui il y a de plus en plus de vigneronnes qui s'installent, ou alors des femmes qui travaillent dans le milieu du vin, que ce soit en cave ou en vigne. Et ça permet quand même ce documentaire permet en tout cas de faire prendre de donner en fait des pistes pour certaines jeunes femmes. J'ai eu une jeune qui veut reprendre le domaine de son père à Beaune, et qui a écrit un super texte après le film, parce qu'elle a trouvé un petit peu la manière, l'approche qu'elle avait envie de donner en fait au cours de sa vie. À 17 ans, en voyant le film, elle s'est dit bah tiens, c'est vraiment cet itinéraire que j'ai envie de prendre si je reprends le domaine de mon père. Et en fait, c'est un film qui inspire en fait aussi les jeunes générations, donc c'est le but. Et voilà, c'est un... Dans les écoles, il y a plus de jeunes femmes qui viennent découvrir ce métier, ou c'est pas encore... Alors ça fait un moment que je suis pas retourné dans les écoles actuellement. En règle générale, quand même, les écoles agricoles, il y a quand même plus de mecs que de femmes. Enfin moi, les études qu'on a fait, il y avait même pas 10% de l'assistance qui était des femmes, donc les choses doivent bouger gentiment. Après, c'est des métiers qui sont accessibles. On n'est pas tous obligés de porter des charges lourdes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais les vigneronnes que je côtoie régulièrement, elles me disent mais dès qu'on est sur un chariot élévateur, en fait, le chauffeur il veut conduire à notre place. Enfin, il y a quand même toujours un petit peu ce. Alors que en fait, le chariot élévateur, tout le monde peut le conduire. Il n'y a pas de problème en fait. C'est pas une question de force ou voilà. Donc en fait, elles continuent quand même de devoir un petit peu montrer patte blanche, alors que des fois elles ont quand même des connaissances qui sont supérieures pour certaines. Et aussi il y a une sensibilité au travers des femmes qui est un peu différente des hommes. Je dis pas qu'il y a des hommes qui sont très sensibles, mais de manière générale les femmes ont une certaine sensibilité qui permet en tout cas au vin de s'exprimer différemment. Oui, j'allais dire, est-ce que le vin ça en ressent, est-ce qu'il a un autre peut-être pas un autre goût, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on voit que ça a été fait par des femmes?
Alors, de manière générale, de toute façon, que ce soit des femmes ou des hommes, dès qu'en fait on met une autre personne sur la même parcelle, sur la même cave, il va faire quelque chose de différent. Donc que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, en fonction des sensibilités, on va faire quelque chose d'un peu plus sur la gourmandise, un peu plus dur, un peu plus des vins qui demandent un peu plus de garde, parce qu'en fait c'est des choix en fait stratégiques qui se passent depuis la taille jusqu'à la mise en bouteille. Et en fait tout ça s'exprime par la sensibilité à la personne. Je ne pense pas qu'il y ait les femmes font souvent des vins qui sont quand même assez joyeux, mais il y a des femmes qui sont beaucoup plus dures, et en fait le vin représente souvent la personne qui le fait. Donc en fait il y a des personnalités dans le monde des femmes qui sont très dures, et il y a des personnalités très joyeuses. C'est la même chose dans le monde des hommes, et en fait on a les mêmes expressions qu'ont souvent. En fait le vin par contre ressemble à la personne, donc ça va dépendre en fait plus de la personnalité de la vigneronne qui va faire un vin plus ou moins dur que l'inverse. Disons qu'en le goûtant, on peut pas dire c'est une femme qui l'a fait, celui-là. Ah non, alors là, moi j'ai jamais eu l'occasion de faire, d'imaginer en fait que ça puisse être une femme derrière. Non, j'ai jamais eu l'occasion de goûter en fait de cette manière-là. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire des dégustations à l'aveugle et d'essayer de définir si c'était une femme ou un homme qui a fait, et ça permettrait peut-être de résoudre ce problème qu'on pose là tout de suite. Et finalement, peut-être que justement, je pense qu'on se rendrait, enfin, il y aurait des vins beaucoup plus, peut-être on dit des vins féminins, c'est-à-dire qui plaisent plutôt à un palais de femmes. Donc plutôt sur la gourmandise, la légèreté, tout ça, alors que des vins beaucoup plus tanniques souvent plaisent un peu moins aux femmes. Mais après, ça veut pas dire que c'est fait par des femmes, voilà. C'est ça. Bon. Ben voilà. Ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir ton film pour se faire une autre idée de ces vigneronnes. Et puis, en tout cas, je te remercie d'être venu jusqu'à Courpierre. Et longue vie à ton film et à toutes tes vignes, et longue vie à ces vigneronnes. Eh ben merci à toi Bruno de m'avoir accueilli en tout cas à Courpierre depuis le temps que je devais venir. Et puis merci aussi à l'association Plein Champ d'avoir organisé une tournée un petit peu sur toute la région Auvergne. Merci.